You know, I was in jail in Egypt. I was jailed by the military intelligence service. Let me tell you, apart from the very bad experience, which I'm not going to don't have to talk about this, but let me tell you one thing. I went back to Egypt 1 month ago, and I can tell you that the guys who kept me in jail are still in power. They're still in their same position. So for me, this is a clear indication that, you know, the system as it existed is still there. And you know, and I think we really have to be careful when we talk about the uprising in these countries. We have to make a difference. It's not, the reasons are not the same in all these different countries. Thank you very much. Thank you very much, Souad, for this speech. C'est à présent dans le continuum de ce qu'on vient d'entendre de nos trois premiers intervenants. L'expérience de terrain est toujours évidemment passionnante parce qu'elle permet de bien comprendre à la fois qu'il y a de la complexité, mais ça on peut l'imaginer même si on n'a pas l'occasion, comme Souad, d'aller régulièrement dans les pays qui sont concernés, mais également d'apporter un éclairage, notamment sur cette discussion, qui est que les motivations des personnes qui participent, je ne sais pas comment il faut l'appeler, révolution, mouvement populaire, enfin bon, chacun y mettra avec les guillemets et la prudence qu'il s'impose le terme qui lui convient le plus, que les motivations sont très différentes et que même elles peuvent être contradictoires et qu'en apparence, on pense que tout cela va vers le même sens. On découvre évidemment après que les choses ne sont pas aussi simples. On va le découvrir et peut-être même approfondir ce sujet, cette question avec l'intervenant suivant qui est Charles Saint-Pro, qui est le directeur de l'Observatoire d'études de géopolitique, qui connaît bien cette situation du Maghreb ou du Sahel et qui va lui peut-être plus se recentrer sur la situation, sur la violence, sur le thème initial qui était le nôtre et de la question du développement. Charles, vous avez la parole. Merci. Merci. Alors, tout d'abord, peut-être un petit rappel, c'est qu'au début du millénaire, l'Organisation des Nations Unies avait adopté les objectifs du millénaire pour le développement. Et il s'était convenu d'atteindre ces objectifs pour 2015. Il est clair que ces objectifs sont loin d'être réalisés et on peut être assez pessimiste sur l'échéance de 2015. Et les obstacles nombreux au développement sont connus. Et c'est vrai que l'impact de la violence armée est l'un de ces obstacles majeurs. Ce qui est d'ailleurs curieux, c'est de voir que là où la violence armée sévit le plus, ce n'est pas là où on pourrait le penser, c'est sur le continent sud-américain il y a le plus de violence armée. C'est le rapport qui a été publié par la déclaration de Genève, et les pays qui arrivent en tête de la violence armée, à part l'Irak, qui a subi ce qu'elle a subi après l'invasion et l'agression américaine, mais où il y a quand même cette agression qui a fait 1 700 000 morts, il faut le rappeler, hein, c'est des chiffres des Nations Unies, hein, c'est quand même ça la vraie violence armée, la vraie violence que subissent les peuples. On a parlé de terrorisme tout à l'heure, le terrorisme est odieux, mais comment peut-on comparer le terrorisme qui va frapper une cible en Israël face au terrorisme que subit tout un peuple depuis 40 ans, un peuple sur lequel on marche sur la tête, un peuple qui est victime d'une violence depuis 40 ans. Et c'est la même chose pour le peuple irakien. Cette violence, elle est fondamentale. Alors il y a au Proche-Orient d'autres pays qui sont soumis aussi à la violence armée. C'est le Yémen, c'est la Somalie, c'est l'Afghanistan bien sûr, c'est le Liban qui a subi une violence terrible du fait des agissements d'un régime syrien qui semble heureusement à bout de souffle aujourd'hui. Donc, la violence armée, obstacle au développement, ça c'est clair. Alors, si on prend l'exemple du Maghreb, puisque c'est un peu le thème du sujet, si j'ai bien compris, il faut bien voir qu'il y a là une conjonction de facteurs qui est énorme. Il y a toute une bande maghrébo-sahélienne, qu'on appelle la zone grise dorénavant, qui est livrée à toutes sortes de violences,
qui sont dus à des mouvements activistes. C'est bien entendu l'héritage des mouvements algériens dits islamistes, mais on ne saura jamais quelle était la part des islamistes et de la sécurité militaire algérienne dans la création de ces mouvements. C'est le fameux AQMI. C'est aussi les problèmes des Touaregs dans certains pays africains, qui ont été souvent encouragés par feu Kadhafi. C'est le problème du Sahara marocain, car il est clair que le groupe séparatiste Polisario entretient dans la région une violence inutile, une violence qui d'ailleurs a trouvé un nouvel épisode récemment avec l'enlèvement de personnel humanitaire dans la région de Tindouf, et donc c'est un phénomène important. Et toutes ces violences politiques, si on peut appeler ça politique, elles se retrouvent avec des phénomènes comme les trafics, les narcotrafics. Vous savez maintenant que cette zone est devenue le grand débouché du narcotrafic d'Amérique latine, le trafic d'armes, bien entendu, le trafic de femmes, le trafic d'immigrés, etc. Bon, donc tout ça, conjonction énorme. Mais au Maghreb, proprement dit, la violence armée a un coût qui est l'empêchement de la constitution de l'Union du Maghreb arabe, qui serait pourtant si nécessaire pour un développement de cette région. On sait que le non-Maghreb, qui est en partie dû à des phénomènes comme l'action menée par l'Algérie qui sponsorise le Polisario, ce qui empêche effectivement une bonne entente entre les pays maghrébins, eh bien le non-Maghreb coûte 2,5% de PIB par an à ces peuples. Et 2,5% de PIB, c'est exactement ce qu'il faudrait pour lancer dans un effort de développement, pour créer les emplois nécessaires, pour créer vraiment une dynamique de développement. Donc voilà aussi le coût de la violence armée. Alors, en juin 2006, le PNUD et la Suisse ont accueilli un sommet à l'issue duquel une quarantaine d'États ont adopté la déclaration de Genève sur la violence armée et le développement. Le Maroc, d'ailleurs, a été un des signataires et il est membre du comité de suivi qui regroupe une douzaine de personnes. On a la chance d'avoir M. Luigi de Martino, qui est le coordinateur de la déclaration. Il nous en dira peut-être un mot supplémentaire tout à l'heure. Il faut savoir qu'à ce jour, une centaine d'États ont signé cette déclaration, mais qu'il y a un certain nombre d'États qui ne l'ont pas signée. Alors, M. de Martino me corrigera si je me trompe, mais les États-Unis ne l'ont pas signée, la Russie ne l'a pas signée et la Chine ne l'a pas signée. C'est tout de même un problème. Et puis, il y a des pays qui sont des acteurs importants dans la violence armée qui n'ont pas signé cette déclaration. Je pense à l'Algérie et je pense à Israël. Donc, la réalisation des objectifs du développement reste soumise à la fin des violences armées. La fin des violences armées, elle a des conditions. La première condition, c'est la consolidation de l'État. Je veux bien qu'on nous parle de la société civile, mais la société civile, en l'espèce, elle est victime, elle n'est pas acteur. Ce n'est pas la société civile qui mettra fin au narcotrafic, qui mettra fin aux guerres, qui mettra fin aux conflits. C'est aux États de prendre leurs responsabilités. Et il est clair que des États parfois corrompus, parfois trop faibles, ne peuvent pas lutter contre le narcotrafic ou contre les bandes armées qui circulent dans des territoires souvent immenses. Le Niger, le Mali, on voit plus d'1 million de kilomètres carrés. La Mauritanie en a peut-être 2 millions. Et donc, c'est très difficile. Mais il faut consolider les États. Il y a eu une idéologie imbécile qui a sévi pendant toute une époque, qui était moins d'États. C'était l'ultralibéralisme qui disait qu'il fallait détruire les États ou réduire le rôle des États. Eh bien non, si on réduit le rôle des États, on réduit le rôle social, on réduit l'autorité, on réduit la lutte contre l'insécurité. Et donc, il ne faut pas moins d'États, il faut plus d'États, mais il faut aussi mieux d'États. Il faut des États qui respectent l'État de droit. Donc, la consolidation des États est bien entendu un des facteurs, c'est peut-être même le facteur essentiel de la lutte contre la violence armée.
il est quand même extravagant qu'on nous présente comme des puissances émergentes et des gens qui peuvent s'asseoir à la tête de la gouvernance mondiale, un certain nombre de pays où sévit le banditisme le plus total. Je parle du Brésil, je parle du Mexique. Il y a des régions entières du Mexique où il n'y a pas d'autorité de l'État et elles sont livrées aux narcotrafiquants, il faut le savoir tout de même. Donc, premièrement, consolidation des États et évolution vers l'État de droit et vers l'autorité de l'État. Un État de droit n'est pas un État faible, au contraire, ça doit être un État fort. C'est la deuxième solution, c'est la gouvernance mondiale. C'est qu'il faut une coopération internationale pour réguler la mondialisation, car la violence armée, elle peut aussi naître du banditisme, de la criminalité qui prospère sur la pauvreté. On sait très bien que les pirates de Somalie ne sont pas des gens qui, un beau matin, se sont réveillés pirates. Ce sont des gens qui crèvent de faim et qui ont trouvé cette affaire pour essayer de s'en sortir. Ce n'est pas une justification, c'est une explication. Bon. Et il n'y a pas que... Donc, il faut peut-être qu'on régule cette mondialisation qui a pour effet de créer des riches toujours plus riches et des pauvres toujours plus pauvres. Ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. La troisième solution, c'est la résolution des crises et des conflits et la lutte sérieuse contre le terrorisme. J'ai vu qu'hier s'est tenue à Alger une réunion du Forum global de la lutte contre le terrorisme dans la région avec des experts marocains. C'est un bon pas, je ne sais pas si vous y étiez. Bon, c'est un bon pas parce qu'il faut vraiment maintenant que les grands pays de la région prennent leurs responsabilités, ne jouent plus perso, mais jouent en commun pour faire de cette région une zone de paix. Il est clair que des pays comme le Maroc et l'Algérie sont les poids lourds qui peuvent apporter cette sécurité qui est nécessaire pour mettre fin à la violence. Donc maintenant, il faut arriver à une action collective contre la violence armée, notamment au Maghreb et au Proche-Orient, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le monde arabe. Et je crois qu'il serait intéressant de sensibiliser justement cette partie du monde aux objectifs de la déclaration de Genève. J'ai entendu que le Maroc se propose d'accueillir une conférence régionale sur la déclaration de Genève en 2012. C'est une bonne chose parce qu'il faut qu'il y ait des États qui prennent plus que d'autres leurs responsabilités. Le Maroc, qui est un État de droit, a un rôle à jouer dans ce domaine. Charles Saint-Pro pour ce développement. Je pense que ça va susciter des débats, mais ce qui est intéressant justement, c'est le débat et la discussion et l'échange d'idées. Et en même temps, Charles a abordé un point qui me paraît important, peut-être un des éléments du débat, je ne sais pas si c'est le plus important, c'est la violence qu'exercent aussi les États. Alors ça, c'est une très vieille ancienne. Il nous l'a rappelé il y a quelques instants. Je ne suis pas sûr que le débat sur qui des États, des sociétés, des peuples ont le moyen, etc. Je crois que chacun, là où il est, peut agir en fonction de ses convictions et de ses appartenances, et que finalement, si on vivait dans des États de droit, comme vous l'avez souligné, tout cela convergerait vers une action sans doute un peu plus harmonieuse que de tenter de mettre tout cela en opposition. Mais bon, je pense que ça, c'est des discussions qu'on va avoir dans quelques instants. On me signale que le ministre kényan des Affaires étrangères devrait nous rejoindre. Il nous rejoint même puisqu'il est là. Donc je vais juste, avant, merci Monsieur le ministre de nous rejoindre. Thank you very much, Mr. Minister, to join us. Je vais, avant cela, lui donner la parole à Mohamed Ben Hammou, qui est le président du Centre marocain d'études stratégiques, et qui peut-être lui aussi va évoquer pendant quelques minutes. Je suis désolé, c'est toujours le dernier qui est à s'exprimer, qui est le plus frustré. C'est Mohamed, tu as la parole. Merci beaucoup. Je tiens à mon tour donc à remercier mes amis Amadeus de m'avoir offert donc cette opportunité d'être ici avec vous. Charles, je n'étais pas donc hier à Alger. Je rentre d'une autre destination, donc je rentre de Washington plutôt. Mais je suis très heureux quand même qu'il y ait eu la rencontre d'Alger hier, parce que donc c'est une première. Pour une fois, donc je pense qu'il y a un changement dans la position d'Alger, à savoir donc s'ouvrir sur le Maroc et reconnaître le rôle que le Maroc a à jouer
dans l'ensemble des équations de sécurité dans la région. Ceci étant dit, donc, je pense que quand on parle justement des questions de violence armée dans la région d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, il me semble essentiellement aujourd'hui qu'on ne peut pas occulter une situation qui existait avant, à savoir qu'on vivait dans la région d'Afrique du Nord, et Charles donc, est revenu sur donc, cette question. C'est difficile un petit peu d'intervenir après, mais je vais essayer un peu de ne pas donc revenir sur un bon nombre de points qui ont été soulevés, mais de dire tout simplement que la région vivait en quelque sorte dans une économie de l'insécurité, ou ce que j'appelle aussi donc une économie politique de la violence. Cette économie politique de la violence, donc pour moi, donc elle s'est créée, construite autour d'abord donc de la problématique donc des mouvements rebelles dans la région sahélo-saharienne, donc que ce soit au Niger ou au Mali, et bien sûr donc la guerre civile en Algérie, ou l'existence aussi de l'action séparatiste du Polisario, qui a créé dans cette zone, lors de ces dernières décennies, une véritable économie de l'insécurité et une véritable économie politique de la violence. Puisque donc cette économie de la violence donc, a fait que finalement donc, ces groupes armés ont à la fois donc développé des insécurités et une dynamique d'insécurité, mais aussi donc créé tout un système de trafic illicite qui a aggravé la situation. Nous sommes aujourd'hui, quand on parle de violence armée dans la région, nous sommes effectivement donc face à la problématique du terrorisme, de l'AQMI. Mais il n'y a pas donc que l'AQMI, malgré donc l'importance de ce phénomène. Mais il y a aujourd'hui des menaces nouvelles qui viennent se greffer sur les menaces donc existantes. Et ces menaces donc nouvelles, ce sont donc de nouvelles formes de violence armée que vont connaître nos sociétés dans l'avenir, et qu'il va falloir donc contenir avec une réelle coopération entre l'ensemble des pays de la région, mais une coopération sincère, profonde, et une coopération donc aussi donc ouverte à la coopération internationale. Il est certain aujourd'hui que dans la région, nous devons faire face à des menaces collectives, et ces menaces donc en matière de sécurité, qui sont des menaces collectives, nécessitent une réponse donc globale et une réponse qui soit collective, d'où la nécessité donc de la coopération régionale. Il est certain que pour ce que nous vivons en ce moment, donc en termes de bouleversement dans la région, qui induit et qui aussi est en train d'introduire donc une véritable rupture stratégique dans la région donc d'Afrique du Nord. Nous sommes pratiquement donc dans une ère stratégique donc nouvelle, et nous sommes aussi donc face à des problèmes qui sont en train tout simplement donc de créer une nouvelle réalité géopolitique dans notre région, ce qui fait que la violence armée aujourd'hui, si on doit revenir sur les événements donc qu'a connu la Libye. Et bien sûr, quand on parle de la Libye, donc c'est le conflit donc armé qui finalement donc qui a été donc très particulier ou spécifique dans l'ensemble de ces bouleversements ou de ces actions qu'ont connues d'autres pays dans la région, à savoir donc une insurrection armée, une rébellion qui a fini donc par achever le régime de Kadhafi, et qui a fini aussi donc par avoir la tête de Kadhafi. Donc le problème maintenant auquel on doit faire face, c'est d'abord donc au début le déstockage, et ensuite le pillage et le transfert des armes. On le sait tous, dès la fin du mois de février, l'ex-leader libyen a commencé donc par un transfert donc massif des armes, et par un déstockage aussi
vers non seulement, et Souad l'a dit tout à l'heure, effectivement, donc, il y a maintenant donc, la problématique des armes qui circulent à l'intérieur de la Libye, mais aussi donc, les armes qui sont à l'extérieur de la Libye et qui ont atteint effectivement donc, l'ensemble, beaucoup de zones, y compris, donc, j'ajoute à ce qu'elle avait donc, évoqué, le Soudan, puisque donc, même le Soudan, même les armes libyennes ont atterri même au Soudan aujourd'hui. Le problème n'est plus celui des armes légères. Donc, on n'est plus face au A-47 qu'elle a évoqué, communément donc, connu par le Kalachnikov, mais nous sommes aujourd'hui donc, face à des armes donc, beaucoup plus lourdes et aussi donc, même donc, des missiles. Nous le savons tous, il y a des lance-roquettes, il y a des RPG, il y a aussi même des missiles donc SAM-7, et on le sait, donc ce sont des missiles malgré la technologie traditionnelle de ces missiles, qui leur permet donc un guidage qui se fait donc selon donc, ou suivant la chaleur de la cible, malgré donc, le caractère un peu donc, traditionnel de ces missiles, il reste quand même donc, très dangereux, et on le sait très bien qu'aujourd'hui donc, il y a beaucoup de missiles qui sont dans la nature, même des missiles beaucoup plus graves ou d'une importance encore plus grande que ceux-là qui circulent dans la région. Alors, qu'est-ce que donc, ça va avoir comme répercussion ou comme conséquence? Kadhafi, bien sûr, donc, et on le sait tous, et on l'a vécu tous lors de ces derniers mois, a mené sa guerre donc, en se basant sur des mercenaires. Aujourd'hui, donc, ces mercenaires, donc, beaucoup sont dans la nature. Et dans quelle nature? Ils sont dans la zone grise, qui est donc la zone sahélo-saharienne. Et là, donc, beaucoup d'insécurités sont là, et les violences donc armées bien sûr donc s'annonce pour et la menace donc sécuritaire donc se précise de plus en plus et devient de plus en plus grave. Il est certain, et peut-être pour laisser après donc le débat, que quand on parle donc de violence armée, pour moi donc il n'y a pas qu'une seule forme de violence armée. Donc il y a donc des violences armées. La violence donc armée, elle est multiple, elle prend donc plusieurs donc formes, et il y a aussi donc plusieurs acteurs qui orchestrent en quelque sorte donc cette violence. Quand on parle donc des coûts de la violence ou des violences armées, pour moi, donc, essentiellement, donc, il faut quand même revenir sur un certain nombre de points. La violence armée, quand elle se passe, elle a un coût, donc elle coûte très cher. Il y a un coût humanitaire, donc le coût humanitaire donc, de la violence armée, donc ce sont donc ces morts, ces blessés et ces réfugiés, ces déplacés, donc ce sont donc autant de personnes qui souffrent, donc, et donc là c'est un coût humanitaire donc important. Il y a un coût politique aussi donc qui est important, et ce coût politique, c'est la fragilisation donc de l'État, voire même donc donc de voir donc l'État complètement donc disloqué, et ça arrive dans certains conflits, voire même la disparition donc de l'État. C'est le coût économique qui se traduit par le non-investissement, par donc toutes les pertes ou tout ce que donc subissent les infrastructures d'un pays. C'est aussi donc l'isolement dans lequel se trouve un pays qui souffre je vais peut-être finir justement. Donc, je suis juste en train de revenir sur quelques points qui représentent donc le coût. Il y a le coût humanitaire, il y a le coût politique, il y a le coût économique, il y a le coût écologique, il y a le coût culturel, et bien sûr donc il y a les coûts sociaux qui sont donc tous ces orphelins et ces familles donc qui sont donc c'est pour dire tout simplement que nous vivons dans une phase très critique. Et ce qu'on peut donc espérer, c'est que cette phase de transition dans notre région soit gérée donc avec une meilleure gouvernance possible, et qu'elle soit la plus courte possible pour permettre à la stabilité de revenir dans notre zone. Merci.
Merci beaucoup, c'est Mohamed, pour ce développement. Nous rappeler évidemment que, comme disait quelqu'un, il n'est de richesse que d'hommes, et que quand on perd des hommes, évidemment, on se sent toujours un peu plus pauvre, et que l'une des conséquences de cela, c'est évidemment cette violence qui est un appauvrissement humain. Je voudrais juste rapidement peut-être revenir un instant sur ce que disait Charles Saint-Pro il y a quelques minutes, à propos de l'affaiblissement des États et ce qui était contenu en filigrane dans son intervention, à savoir cette question à laquelle personne n'échappe et qui est la mondialisation. Ça me permet d'essayer de faire un enchaînement intelligent avant l'intervention du ministre kényan des Affaires étrangères, parce que en apparence on est loin du Maghreb et du Moyen-Orient, mais justement cette question de la mondialisation est l'un des aspects de cette violence, parce qu'elle est transfrontalière, on le voit bien. Chacun de ceux qui viennent d'intervenir ont rappelé qu'aujourd'hui la circulation des armes était très difficile à contrôler, et qu'elle touche tous les pays, et que évidemment elle déstabilise beaucoup d'États. Donc le Kenya, qui est un des grands pays d'Afrique de l'Est, est peut-être aujourd'hui à son tour un peu concerné par ces sujets-là, notamment malheureusement grâce à une actualité récente. Donc I have to confess that I don't know what will be the subject of your speech, but please, Mr. Minister, you have the rule. Thank you. Thank you very much. Sorry for coming late. I've just arrived from a long flight. This topic is truly important, particularly in the context of my country, Kenya. But let me look at the issue within the context of sub-Saharan Africa. I know that you are focusing on the Middle East, but sub-Saharan Africa has also had more than its fair share of armed conflicts. We have the 1960s, late 50s, when there was legitimate armed conflicts where African countries were struggling to overthrow the colonial state. And this was seen as legitimate, was seen as a liberation process. And one would have expected that after the end of the colonial state, peace would set in, development would take root, and human progression would be what we would be talking about. But we also know that in the 70s, 80s, up to the 90s, over 80% of the armed conflicts of the world were in sub-Saharan Africa. In East Africa, for example, apart from Kenya and Tanzania, each of the countries in the region have gone through terrible, harrowing armed conflicts. Burundi, Rwanda, Uganda, Ethiopia, Sudan went through a 56-year-old armed conflict between Sudanese people themselves. Ethiopia has gone through it. We have Somalia as a failed state for the last 20 years. And this has had a terrible toll on human life, particularly women and children, the proliferation of small arms and light weapons, and the total slowdown of development, and in some cases, the breakdown of the state. Today, we can draw parallels in countries where the conflict ended and is on a path of development. I can cite Rwanda. Rwanda went through genocide, 1 million people killed in less than 2 months. Today, the Rwandese people have come together, and you can see the tremendous economic development going on in this country. We have Uganda during the days of Idi Amin, where everybody had the right to bear guns, and robberies were committed in broad daylight in the streets. President Museveni wiped it out. Uganda is now on a path of development. You look at Kenya, every time there's heightened tension in Somalia, it has had a terrible effect on our GDP growth. The years when Somalia has had a lull, our GDP growth has gone up as high as 8%. Today, as we speak here, Kenya is at war with
armed insurgents in Somalia who have been raiding the country, kidnapping tourists, attacking our installations, and this has the effect, a very tremendous effect, on economic activities.